Bonjour à tous et merci d'être avec nous avec un tout petit peu de retard, mais on va démarrer à l'heure quand même. On va recevoir dans un instant Madame Sarah Nirolet, bonjour. Bonjour. Avec elle, on va parler de cette manifestation qui aura lieu bientôt au CCIG pour les jeunes, d'une manière générale, et les directrices de l'éducation, de la jeunesse et de la vie étudiante de la région. Ramsès Anguessi, président de l'association Enleco et Enmil compte aussi seront nos invités. Carole de Ventolo, qu'on la connaît, elle sera pour la première fois notre invitée. Peut-être qu'elle va chanter, on ne sait jamais. Tessa Cordette et Barbara Montpierre, Gladys Morinier vont terminer la session. Sinon, l'actualité, c'est Emmanuel. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons parler des tensions autour de ces nouvelles arrêtés de pêche. Les syndicats expriment leur mécontentement face à ces nouvelles réglementations envisagées. On parlera aussi de la rectrice qui a été à la rencontre des jeunes du service national universel, une initiative pour encourager l'engagement de nos jeunes Guadeloupéens. On parlera aussi de la mobilisation au lycée Faustin Fleurette, donc des enseignants et des parents qui se mobilisent contre la suppression annoncée de classes à la rentrée. Donc on parlera de ce sujet, ainsi que du job dating à Bemao, donc une opportunité pour les chercheurs d'emploi de rencontrer des employeurs locaux et de dynamiser le marché du travail. Et on terminera sur Paris avec ce colloque organisé sur l'inceste qui s'est tenu à l'Assemblée nationale française pour briser le tabou de l'inceste. Voilà pour l'actualité. Merci. On va tout de suite parler de ce salon de l'orientation de la formation des métiers. C'est quelle édition déjà? Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Alors c'est une manifestation, bonjour Monsieur Zandrounis, bonjour aux téléspectateurs, c'est une manifestation qui existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui a changé de nom voilà, en fonction des évolutions législatives, mais le salon de l'orientation de la formation et des métiers en tant que tel existe depuis 2019, voilà. Avec cet acronyme, ce nom. Alors, il se tiendra sur le campus, c'est ça? Exactement, c'est une manifestation qui se tiendra donc sur le campus de la formation. Ça se faisait? On a eu à changer de lieu voilà, pour proposer des espaces différents à notre public. Donc c'est vrai que c'est une manifestation qui a eu l'occasion de se dérouler au Palais des Sports du Gosier, au WTC à Jarry. Et donc cette année, la collectivité régionale a fait le choix de l'organiser sur ce campus de la formation à Rougeole à Petit-Bourg. Alors pourquoi la thématique sur la mer, les métiers de la mer? Alors pourquoi la thématique? Parce que c'était d'abord l'occasion pour la collectivité de valoriser tout ce qu'elle entreprend, notamment sous l'impulsion l'économie bleue, la croissance bleue, exactement. C'est vraiment une politique d'intervention qui est chère au président Harry Chalus et à l'ensemble des services donc, qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc c'était l'occasion de valoriser tout ce qui est fait dans ce domaine-là et puis aussi d'être voilà, en lien avec, vous le savez sans doute, la célébration à l'échelle nationale de l'année de la mer, donc depuis le 1er janvier. Donc voilà, c'était une occasion de rappeler à notre jeunesse, de rappeler à nos familles guadeloupéennes voilà, toutes les opportunités qui existent dans ce secteur. Donc aussi bien pour se former que pour travailler. Donc, se former et s'informer aussi. Et s'informer, exactement, puisque ce salon, donc, il se déroulera sur 3 jours, du 12 au 14 février, donc de mercredi à vendredi. C'est de demain, en fait. Exactement. Donc de 8h30 à 19h. Et ça a été vraiment pensé pour qu'en un seul endroit, pendant 3 jours, nos jeunes collégiens, lycéens, étudiants, leurs familles, les personnes en reconversion professionnelle puissent trouver le plus grand nombre d'informations sur les possibilités qui existent en Guadeloupe, mais aussi à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, sur l'orientation scolaire, l'orientation universitaire, l'orientation professionnelle. Donc c'est venir à la rencontre de 80 exposants qui seront présents, dont une vingtaine de lycées. Et ça, c'est important, presque une vingtaine à souligner, puisque voilà, la manifestation voulait aussi mettre l'accent sur l'offre de formation qui existe au sein de nos lycées,
donc formation initiale, formation technologique, les formations professionnelles, et y compris dans le domaine maritime. Donc ça sera l'occasion pour le public de venir découvrir ou redécouvrir tout ce qui est proposé sur notre territoire au sein de nos lycées. Il n'y aura pas de job dating, non? Alors, pas de job dating directement, puisque c'est vrai qu'on est sur un salon de l'orientation et pas sur un salon spécifiquement dédié à l'emploi. Néanmoins, à travers notre partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, le public, les jeunes auront la possibilité de rencontrer des chefs d'entreprise qui seront présents sur le salon et de pouvoir échanger avec eux sur leurs projets, soit d'orientation, soit professionnels. Et donc, être en contact avec le monde de l'entreprise à cette occasion. Alors, en dehors de la présence des physiques des lycées, je veux dire, il est prévu des rencontres, des débats, oui. On va discuter un petit peu de l'orientation, parce que souvent, vous le savez, vous êtes à la région, vous le savez, les jeunes disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur l'orientation, et ils se perdent un petit peu. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'informations, il existe beaucoup de dispositifs, et ce salon sera précisément l'occasion pour eux de venir se renseigner. Donc on aura un programme de conférences qui seront proposées durant les 3 jours, absolument. Donc le mercredi 12 février, il y aura une première conférence à partir de 16h30 qui sera consacrée à la mobilité à l'échelle nationale, quand on décide de partir faire un parcours de formation ou universitaire en France, mais aussi à l'échelle internationale. Et ça sera l'occasion de venir à la rencontre de plusieurs de nos partenaires qui seront présents, l'Office franco-québécois, Éducation internationale, nous aurons des cégep, donc, et puis tous nos partenaires aussi qui accompagnent les jeunes sur le plan financier, la DOM, les services de la région aussi qui accompagnent les étudiants, les demandeurs d'emploi au financement de leur formation. Donc ça, ce sera le 12 à 16h30. À 14h30, pardon, et une seconde conférence le même jour à 16h30 qui mettra l'accent sur, que je ne me trompe pas, sur tout ce qui concernera l'orientation et l'information, justement. Donc avec nos partenaires, rectorat de l'académie, puisque les services, les centres d'information et d'orientation sont dédiés à ça, justement, apporter une information précise aux jeunes en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Et puis le jeudi, on aura un rendez-vous important à partir de 17h30 à l'attention plus précisément des familles qui sont souvent inquiètes dans cette période puisque c'est la plateforme Parcoursup. Exactement. En fait, c'est un Parcoursup pratique que vous faites là. C'est ça. En fait, on va essayer d'apporter un certain nombre de réponses aux familles qui parfois se perdent dans le flot d'informations de Parcoursup. Et donc là aussi, elles pourront être en contact d'un certain nombre d'acteurs de l'éducation nationale et singulièrement du rectorat. Et puis le vendredi, on aura donc une belle conférence justement dédiée en lien avec le thème de la manifestation, donc dédiée aux formations et aux métiers de la mer, avec là aussi des invités, le comité des pêches, la Société nationale de sauvetage en mer, un certain nombre d'acteurs du domaine croissance bleue qui seront présents, avec de belles surprises aussi en termes d'échanges et de visuels, avec un contact privilégié avec quelqu'un comme Alain Foy, que tout le monde connaît, qui travaille dans le domaine de la construction navale et qui pourra aussi partager son savoir-faire. Et puis il y aura des acteurs comme la direction de la mer, donc qui interviennent vraiment sur les axes stratégiques en lien avec ce domaine-là. Donc un programme intéressant en termes de conférences, donc qui peut être retrouvé sur le site de la collectivité régionale, donc www.regionguadeloupe.fr. Il y a une adresse email aussi qui peut permettre de rentrer en contact avec nos services, donc c'est sofem, SOFM, @regionguadeloupe.fr. Mais rien dit sur le tourisme. Alors le tourisme sera abordé puisque c'est une thématique qui est transversale, donc à partir du moment où on décide de se tourner par exemple vers les métiers de la mer, souvent le lien peut être fait avec ce secteur, mais c'est vrai qu'il ne sera pas au centre de la manifestation pour autant, on sera vraiment sur la valorisation de ce secteur-là. Mais restez à l'écoute parce qu'il y aura d'autres manifestations régionales en lien avec le tourisme à venir, prochainement, oui. Ah bon, d'accord. Oui. On vous reverra. Continuez à suivre, alors ce ne sera pas moi directement, mais mes collègues relevant de ce périmètre d'intervention. Alors, d'une manière générale, je vous pose la question parce que vous êtes directrice de l'éducation de la jeunesse. Quand on fait les manifestations de ce type-là, vous avez parlé de possibilité pour les jeunes de partir. Tout à fait. Est-ce qu'ils reviennent ?
Alors ça, c'est une problématique qui est de l'ordre du personnel, c'est-à-dire que chaque personne fait son choix de partir se former et de revenir ou pas. Cependant, la collectivité régionale n'intervient pas directement sur ce domaine, si ce n'est qu'elle même pas depuis... en termes de conseils, de suggestions. Oui, en termes d'organisation de la formation et d'orientation du jeune dans son parcours. C'est-à-dire qu'il est évident que la collectivité, lorsqu'elle accompagne un jeune, on se trouve dans une situation quasiment d'investissement sur l'avenir. Et tout l'enjeu, et notamment à travers ce type de manifestation, comme celle du salon, c'est précisément de permettre aux jeunes de palper les enjeux du territoire, les besoins du territoire. Lorsque j'évoquais les chefs d'entreprise tout à l'heure, ce sont les premiers qui peuvent indiquer aux jeunes, leur dire, voilà, nous, on intervient dans tel domaine, le commerce, la finance, l'agrotransformation, l'agriculture, la pêche, et on a besoin de vous. Donc c'est à travers ce type de manifestation, justement, que le jeune public peut se rendre compte des opportunités qui existent sur son territoire. Donc il peut décider de se former ici. Je veux mentionner justement le partenariat que nous avons sur cette manifestation avec l'Université des Antilles, qui elle aussi sera présente et va présenter tout le panel de formation qui existe, notamment en Guadeloupe. Oui. Donc, opportunité pour le jeune de se former. S'il décide de partir se former en France, c'est son droit. Au Canada, c'est son droit. Mais il faut qu'il ait en ligne de mire son projet professionnel et personnel, avec en tête toutes les opportunités de pouvoir s'insérer, ces opportunités qui existent sur le territoire. Parce que c'est l'autre question sur le problème de la formation sur place. Est-ce qu'il y a suffisamment d'ouverture, je ne dis même pas de place, mais enfin de lieux de formation qui fonctionnent bien? Je ne parle pas de Guadeloupe formation, mais d'une manière générale. Oui, je crois que les acteurs de la formation jouent le jeu. Alors bien sûr, on ne peut pas éviter certaines problématiques rencontrées parfois par certains organismes, mais ça ne concerne pas la majorité des acteurs. Et puis il faut être bien conscient qu'on est sur de la gestion de l'humain. Donc ça suppose parfois qu'il y ait quelques problèmes, mais qui restent rarement sans solution. On a la capacité sur ce territoire en Guadeloupe à se mobiliser, élus, administratifs, voilà, à faire monter les problématiques, à monter des projets, à apporter des solutions. Et c'est ce que la collectivité régionale s'emploie à faire sur tous ces périmètres d'intervention. Donc je crois qu'il y a vraiment matière à ce que les jeunes viennent sur le salon, se renseignent justement sur tout ce qui existe, prennent le temps de discuter tantôt avec les centres d'information d'orientation, tantôt avec les chefs d'entreprise, tantôt avec les services régionaux, avec les professionnels de la mer, avec les centres de formation internationaux qui seront là, pour progressivement arriver à dessiner un programme d'orientation sur quelques années, parce qu'il ne s'agit pas pour le jeune, quand il sort du salon, d'avoir voilà, un programme tout ficelé à mettre en œuvre en un an. Non, on est sur une réflexion et le salon est un outil pour justement accompagner chacun dans cette réflexion. Mais je crois qu'on a vraiment ici en Guadeloupe tout ce qu'il faut pour voilà, aider notre jeunesse à comprendre son environnement, à comprendre les enjeux de demain et à faire ses choix, ou se former, et sans doute pour mieux revenir. Juste pour sourire, le jeune n'a pas besoin d'aller au Canada pour se former. C'est son choix, il peut le faire, et la collectivité... Mais à condition qu'il pense à revenir quand même. C'est ça, c'est ce que j'évoquais à l'instant, et c'est tout l'enjeu de la collectivité d'une manifestation comme celle-là, parce que j'évoquais l'Université des Antilles, le rectorat de l'Académie, mais on aura aussi la Chambre des métiers qui sera présente sur la manifestation et qui va donc présenter toute son offre de formation dans le secteur général de l'artisanat. L'artisanat aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui est prospère. Créateur d'emplois. C'est ça, donc il faut arriver à faire passer ce message-là auprès de notre jeunesse, dire mais ce secteur, il est pourvoyeur d'emplois comme d'autres, donc venez, prenez le temps de vous renseigner, et tous les acteurs sont organisés pour vous accompagner de sorte que vous puissiez vous inscrire dans un épanouissement personnel et professionnel voilà, sur le long terme. Demain à partir de... Demain, à partir dès 8h30, jusqu'à vendredi 19h, Saint-Valentin oblige, hein, donc voilà. Donc on me l'a fait remarquer, donc on s'est adapté, c'est ça la capacité de la région Guadeloupe. Et voilà, donc le président Harry Chalus a vraiment souhaité que cette manifestation soit un bel événement à l'attention de la jeunesse. C'était une action inscrite dans son plan Action Jeunesse, celui qui déploie depuis 2019. Donc c'est un appel lancé aux jeunes, à leurs familles, pour qu'ils viennent faire un retour donc, sur le campus de la
d'informations sur le site de Rougeole à Petit-Bourg. Alors Sarah Nicolet, ne partez pas à rester là puisqu'on va parler justement de la pêche. Il y a un sujet sur la pêche, vous savez bien qu'il y a des problématiques qui remontent en ce moment. Iman? Oui, on va parler justement de ces tensions autour de ce nouvel arrêté de pêche. Les marins pêcheurs sont en alerte face à ce projet d'arrêté préfectoral visant à réglementer davantage la pêche professionnelle et des mesures sont contestées. On voit un reportage qui nous parle de cette problématique avec Solène Fèvre. C'est soit nous avons bloqué ou bien nous avons compte. On nous a ça. Et ça, par là, ça a été bloqué. Ils veulent arrêter le chat pendant 2 mois. Vous faites du casier. La pêche le plus produite en Guadeloupe, c'est le chat. On prend l'exemple. Le casier, je ne sais pas si on va faire une conjuration par marabout pour dire ne pas pêcher du chat, la période. Parce qu'on va faire monter le chat, il faut savoir qu'il va mourir. Alors, soit ils sont pour la destruction, ils parlent de la ressource. Moi, je pense qu'on veut détruire la ressource. On faisait ça. Et on fait savoir, le trémail qui parle, à l'arrêté 2002, c'était le trémail de poisson. Nous, on parle du trémail de langouste. Et le trémail, moi, je pense que ceux qui ont fait l'arrêté de pêche, ils ne font pas la pêche. Parce que pour pêcher la langouste, c'est entre 24 heures et 72 heures. Et le trémail de le chat, du poisson, c'est 4 heures de temps. Alors, je pense que l'arrêté qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas des gens qui pratiquent la pêche. Comme je dis, c'est quelque chose pour tuer la pêche. Donc, et là, on a un président qui ne nous défend pas du tout. On ne voit pas, on ne ressent pas qu'est-ce qu'il fait pour nous. Alors qu'en étant président, je pense que c'est une personne qui aurait dû être là pour nous défendre. Même aujourd'hui, là même, il n'est pas présent. Donc on se pose encore des questions. Pourquoi il est au comité? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Rien du tout. Au contraire, il nous marche dessus. Donc là, on voit déjà très bien les choses, quoi. On sent qu'ils n'ont pas la même mise sur l'affaire. On sent qu'ils veulent aller carrément voir le préfet. Comme il nous a dit, demain, il a rendez-vous. Il vient avec le préfet pour décider ainsi ce qu'ils vont faire, quoi. Mais bon, on s'attend toujours à quelque chose de pas positif. Hein? On va nous appeler encore pour nous bombarder avec leur truc là. Mais il y a des lobbies derrière ça. Et il nous l'a dit, hein, il y a des lobbies derrière ça. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas lâcher. Ils peuvent pas lâcher. Parce que comme il nous a fait comprendre, s'ils lâchent, mais eux, le lobby aussi, vont persécuter leur comité aussi. Donc, par contre, il y a 2 poids, 2 mesures. Nous sommes marins pêcheurs. D'accord? J'estime que c'est notre boulot, on doit le défendre. Donc, lobby ou pas, ce n'est pas notre faute. On va faire ce qu'il y a à faire. S'il faut bloquer le port, on va le bloquer. J'attends encore parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc, soit je vais arrêter ou je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça ne change pas, ben, la pêche est morte, hein, c'est terminé. Hein. Pour les pêcheurs, il n'y aura plus rien. Hein. Voilà. Bon, affaire à suivre. Gros problème qu'il va falloir résoudre dans les jours qui viennent parce que les pêcheurs sont mécontents et ce n'est pas la première fois. Souvent, il y a des décrets, des choses qui se mettent en place et qui ne vont pas dans le sens de nos pêcheurs. Et c'est un métier qui est très difficile. Et ça, je suppose que les jeunes qui viendront demain vont s'en rendre compte. Mais il ne faut pas désespérer. On a le temps de faire le deuxième sujet, qui est le 55, vas-y. Oui, on va parler de la rectrice qui est allée à la rencontre des jeunes du service national universel. Donc c'est une expérience qui permet d'aller en France, voilà, pour être accompagnée. Et la rectrice a pu rencontrer 81 jeunes volontaires avant le départ. C'est un séjour de cohésion. On voit un reportage de Max Morel. Il s'agit là des jeunes du service national universel et ils travaillent sur des classes engagées sur un projet depuis le début de l'année autour de la résilience. Donc, résilience face aux catastrophes majeures notamment. Et c'est ce qui explique aujourd'hui ce soit le volcanisme puisqu'ils ont visité la Soufrière et cet après-midi c'est toutes les explications sur la surveillance volcanologique avec des scientifiques qui leur expliquent comment ils travaillent et puis évidemment les évolutions géologiques dans ce domaine. Les jeunes devaient faire l'ascension de la Soufrière dans leur thématique résilience et risques majeurs. Ça leur permettait de voir un peu le volcan avec les fumerolles. Donc ils étaient normalement dans un cas pratique. Et dans l'après-midi, se rendre à l'observatoire volcanologique où justement on puisse leur expliquer maintenant le fonctionnement du volcan et comment surveiller le volcan. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je découvre plein de choses intéressantes. Ça permet de faire des découvertes incroyables que je ne savais pas du tout avant. Et ça permet aussi de sociabiliser avec des gens, des personnes,
et de s'amuser. Là, c'est une des formules qui a été retenue pour cette sensibilisation, mais parce qu'il y a aussi un écosystème très favorable, puisque vous avez la soufrière juste à côté, ils ont pu aller visiter avec les masques, etc., et avec des accompagnateurs. Ici, vous avez les scientifiques. Vous avez finalement assez peu d'endroits où on a une telle concentration et qui permet en une journée de passer justement de la pratique à la théorie. Voilà. Eh bien, il est 12h57, c'est la fin de cette première séquence du ZCL. On remercie Madame Nirolep. On a pris rendez-vous avec vous jeudi, vendredi, le mercredi, jeudi, vendredi. On vous dit tout de suite joyeuse... Bon salon. Fête de la Valentin. Tout ça. Valentin, en tout cas. À très bientôt. Merci d'être venu. À très bientôt. Merci de votre accueil et nous attendons donc les jeunes Guadeloupéens et leurs familles sur Ils sont attendus à partir de demain. Absolument. Voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt. Il est déjà 13h03, nos invités sont déjà là. Ramsès Aguessi, bonjour. Bonjour. Il est président de l'association Minan Léco. Il est accompagné de Edmé Lecomte, bonjour. Bonjour. Présidente de l'association Carisol. Et on va recevoir pour la deuxième fois, mais enfin pour moi, pour la première fois, on va dire cette année. Carole Ventolo, soprano lyrique. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On revient rapidement sur l'actu. On va parler de la mobilisation au lycée Faustin-Fleurette. Donc, une mobilisation contre une suppression de classes qui va entraîner suppression de postes d'enseignants et l'augmentation d'effectifs par classe. C'est un reportage d'Olivier Félix. Faustin-Fleurette, c'est un établissement qui réussit. Et nous réussissons parce que jusqu'ici, justement, nous avons réussi à avoir des effectifs à peu près corrects en seconde, 25-26 élèves, de telle sorte que ces élèves soient bien encadrés à leur entrée en lycée. Nous sommes dans un bassin particulièrement défavorisé. Nous recevons des élèves avec des difficultés et, j'ai envie de dire, par miracle, nous arrivons à les faire réussir. Tout le monde reconnaît la réussite à Faustin-Fleurette. Et là, on est en train de saccager l'existant, avec en plus 5 suppressions de postes, donc qui sont liées bien sûr aux suppressions de classes de seconde et une classe de terminale STMG. Il n'était pas question que les représentants des parents d'élèves ne soient pas présents, puisque ce sont nos élèves qui sont en ligne de mire et qui seront impactés pour cette rentrée 2025. Donc, suppression de 5 postes d'enseignants et 3 classes de seconde. Donc, actuellement, il faut savoir qu'il y a 13 classes de seconde avec un effectif d'une vingtaine de classes et on va passer à la rentrée prochaine à 10 classes pour des effectifs qui vont avoisiner la trentaine d'effectifs. Donc, on comprend bien que du coup, les classes seront surchargées. Et souvenez-vous qu'à la rentrée, on a manifesté déjà pour un manque de mobilier pour certaines classes. Et nous avons des salles de classe qui ne sont pas adaptées pour accueillir autant d'élèves. Voilà, la capacité est réduite, donc avoir des élèves, avoir des salles de classe avec un effectif de 30 élèves, ça va être difficilement possible. Si on a des classes à 32 par exemple, ça sera impossible de travailler. Il n'y a pas que les élèves d'ailleurs dans ces salles de classe, il y aura aussi les AESH, le personnel qui accompagne les élèves qui sont en situation de handicap. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on veut pour la prochaine rentrée, c'est d'avoir des salles de classe en fait avec moins d'élèves. Il est temps qu'on arrête de fonctionner avec une calculatrice dans cette académie. Tant d'élèves, tant de profs. Nous disons que ce n'est pas comme ça. L'école n'est pas une entreprise. L'école, c'est un endroit où on élève des citoyens. Et pour les élever, pour les amener à la réussite, on a besoin d'un taux d'encadrement correct. Donc nous n'accepterons pas. Les collègues ont été, grosso modo, 95% de collègues étaient en grève aujourd'hui. Il n'y a pas eu cours à Faustin. Les parents d'élèves nous ont soutenus. Les élèves ne sont pas rentrés lorsqu'ils étaient présents devant les établissements. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et tout le monde est au courant, sauf la personne qui devrait normalement avoir déjà entendu l'avertissement qu'on a donné depuis la semaine dernière, c'est-à-dire Madame la rectrice. Pour l'instant, nous sommes dans une grève illimitée, donc on attend effectivement le retour de la rectrice, en effet. Situation un peu compliquée, 95% de professeurs en grève et je rappelle quand même que pour la rentrée prochaine, il y a à peu près plus de 80 postes qui vont être supprimés une fois de plus en Guadeloupe parce que la population est en diminution, mais ce n'est pas une occasion justement, comme disait le syndicaliste tout à l'heure, au contraire,
moins il y a d'élèves, il devait avoir plusieurs professeurs pour les encadrer, aussi le contraire qui se fait. On va revenir sur ce sujet-là. Alors, Ramsès Anguessi, bonjour, merci. Alors, vous êtes président de l'association Minant l'Éco. Explication, qu'est-ce que c'est Minant l'Éco? Alors, Minant l'Éco, c'est une association qui a été créée il y a quelques années. Donc, tout d'abord, Minant l'Éco vient d'une langue parlée au Bénin, la langue Fongbe. Donc, au Bénin, on a plus de 50 langues. Et donc, dans cette langue, ça signifie on retourne, on est sur le chemin du retour. Oui. Donc, on a créé cette association parce qu'on a voulu matérialiser le pont qui a été pensé par d'autres bien avant nous, mais on a voulu matérialiser ce pont en offrant en fait un circuit touristique au Bénin. Donc, c'est-à-dire qu'on part de la Guadeloupe et on fait quelque chose, entre guillemets, tout compris, pour que les gens puissent avoir à l'idée d'aller en Afrique, d'aller au Bénin. Donc on a créé cette association. Pas encore de rester, parce que on m'a dit que le président du Bénin offre le passeport aux afro-descendants maintenant. Il n'offre pas. Il le vend. Il y a une loi. Il y a une loi qui permet à ce que les afro-descendants puissent demander la nationalité. Donc c'est. Mais il y en a qui ont déjà pris, d'après ce que j'ai compris. Il y en a qui ont déjà fait la demande, pas sûr qu'ils aient déjà. Parce qu'il y a quand même 3 mois de processus, exactement. Il faut que les pièces qui ont été déposées sur la plateforme soient vérifiées. Mais c'est une ouverture, je pense, c'est une ouverture pour les Antilles et pour les Antillais afin de répondre à certaines préoccupations, certaines de leurs questions, c'est-à-dire les questions identitaires. Et je pense que c'est une manière en fait de pouvoir un peu compenser ou effacer les blessures du passé. Et donc, il y a déjà un voyage prévu dans les temps qui viennent Oui, bien sûr, nous organisons pas mal de séjours dans l'année. Donc, on en a à chaque vacances scolaires. Chaque vacances scolaires, on organise des départs pour le Bénin. D'accord. Carissol, je sais ce que ça veut dire Carissol. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez. Alors, Carissol, vous avez dit que vous savez ce que ça veut dire. Oui. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un mot de la langue régionale guadeloupéenne, le créole, qui veut dire fondation. Et Carissol, c'est une jeune association qui veut justement promouvoir le patrimoine guadeloupéen, donc à travers la culture, à travers l'histoire, à travers la langue et à travers l'art également. Donc, ce sont des jeunes qui se connaissaient déjà et qui ont décidé du coup de se mettre ensemble pour proposer à tous les Guadeloupéens et ailleurs, d'apprendre et de venir en fait dans leur culture. Oui. Alors concrètement, ça se manifeste comment? Vous avez sûrement des manifestations que vous organisez, j'imagine. Alors pour le moment, nous sommes une jeune association. Nous avons déjà un groupe musical de gros cas, les Kiri Teng Teng, qui fait déjà des prestations, qui existent déjà depuis 1 an. Et nous commençons justement à organiser petit à petit des événements culturels et artistiques. Donc petit à petit, on pose les bases pour que tout le monde nous découvre. Il n'y a pas encore de voyage vers le Bénin? Non, pas encore. Moi, j'ai eu la chance de partir, justement. Vous êtes allé au Bénin déjà? J'ai été au Bénin, oui. Grâce à l'association de Ramsès. Avec notre association. Avec votre association? C'est comme ça que nous nous sommes connus et qu'on a décidé 2 ans après d'unir nos forces dans une action commune. D'accord. Et donc, pour revenir à votre association, et vis-à-vis du Bénin, quand vous arrivez là-bas, vous avez des contacts sur place? Oui, alors il faut préciser, je ne l'ai pas dit, c'est de ma faute. Donc moi je suis béninois, je suis 100% béninois, j'habite en Guadeloupe depuis tout petit. J'ai été adopté par la Guadeloupe. Un Guada béninois. Exactement, on peut dire ça. Mais donc, une Guada italienne. Donc j'ai les pieds, on va dire que j'ai les pieds bien posés dans les 2 pays. Oui. Donc du coup ça nous permet en fait de vraiment offrir des séjours, en fait, des séjours où on va au cœur des choses. Oui. J'ai pas mal voyagé au Bénin personnellement avant de me lancer et j'ai rencontré en fait un frère à moi, un frère qui s'appelle Somadou Gangou Expédie, qui était déjà dans un vrai frère ou un frère? Non, un frère de cœur. Un frère de cœur, un frère d'âme. Oui. Et parfois ça dépasse plus les liens même du sang. Donc on s'est jamais lâché depuis 10 ans et donc on a créé le premier séjour en 2017, le premier séjour, on était dans l'informel. On a lancé comme ça, on a tout booké nous-mêmes. Et donc, on a créé le premier séjour et depuis, ça a suivi, les gens ont répondu. Et puis, il y a eu cette vague identitaire aussi, c'est-à-dire que les gens se connectent de plus en plus à l'Afrique, essayent d'activer
un retour aux sources. Donc nous, ça nous a permis de faire connaître nos activités. C'est-à-dire qu'ici, en Guadeloupe aussi, on va dans pas mal de structures. On va dans des prisons, dans des EHPAD, parce qu'on a des casques de réalité virtuelle. On a composé des films dans tous les pays où on va en Afrique, afin que les gens qui ne pourront peut-être pas se déplacer en Afrique aient au moins des images, des images qualitatives, voilà, des images qualitatives du Bénin et de l'Afrique. Et le prochain voyage au Bénin, c'est quand? Alors, le prochain voyage au Bénin, c'est le 21 février. Voilà, tout à fait. Sinon, nous avons Pâques, les grandes vacances. Enfin, chaque vacances scolaire. Tout à fait. Il suffit d'aller sur notre Instagram ou sur notre site internet et vous avez toutes les informations. Et vous pensez qu'un jour qu'il y aura un vol direct Pointe-à-Pitre Alors, moi, je pense, M. Zandronis, que ça va se faire très bientôt. Parce que il y a, comment dire ça, il y a cette pression, je pense qu'il y a cette pression sur les décideurs qui fait que je pense que ça va se matérialiser très bientôt. Parce qu'il y a énormément d'Antillais qui se déversent, on va dire, sur le Bénin et l'Afrique. Oui. Donc je pense que forcément bientôt ça va se réaliser et j'espère que ça se fera. Mais je pose la question, il y a une manifestation prévue dans les jours qui viennent? Alors, on a le Lionnage qu'on fait avec l'association, spécialement pour la masterclass avec les pépitards, où il y aura une intervention du coup gros cas avec notre association Carré-Sol. D'accord. Et petit à petit, on va mettre en place des ateliers. Alors, nous avons déjà eu l'occasion d'animer des ateliers d'initiation de gros cas, d'initiation de musique à masse, comme c'est la période. Nous avons un souhait régulièrement, donc chaque semaine, le mercredi soir. Ça fait où? À l'Orisis, sur le parcours sportif. Donc tous les mercredis. Et petit à petit, l'objectif, c'est de mettre en place des ateliers d'apprentissage de langue, des randonnées pour découvrir les lieux historiques. De quelle langue vous parlez? La langue créole, excusez-moi. Les gens apprennent à écrire ou à parler? Écrire et parler. Écrire et parler. C'est vrai que certaines personnes ont plus de facilité pour parler, d'autres pour écrire. Donc il y a vraiment des codes, il y a une manière, il y a des mots bien particuliers. Et notre objectif, c'est de défendre justement cette langue. Il faut noter pas la langue créole alors. Oui, il faut noter pas la langue créole. Ou là, on va dire ou pas là. Alors, donc c'est ça. Nous avons regardé pour mettre en place plusieurs ateliers, journées, activités. Nous avons chaque affaire, mais nous avons une association là. Et maintenant, nous avons une association là. Donc, c'est toujours dans le même esprit là. Et proposer des moments pour nous lier avec petits, grands, mais aussi monde d'autre côté, dans la Caraïbe et l'Afrique. Donc, c'est pour ça aussi, Lionnage, nous avons fait l'association le 15, qui a rentré dans l'objectif et l'esprit à Carré-Sol. Ça va bien. Ben, nous avons vu écouter un monde qui a fait un butin particulier. Vous connaissez Carole Ventolo? Je la connais de vue. Bon, alors, Carole, moi, je ne vais pas prendre la peine de donner sa biographie parce qu'il y a trop de choses à dire. Bonjour Carole, merci d'être là. Merci. Et par rapport à ce qu'elle disait, je me souviens une fois, il y avait un coup, j'ai vu ça là et ça m'a rappelé qu'effectivement, l'opéra-K. Alors, c'était quoi l'opéra-K? Vous justement dit ça à cette jeune femme? Alors, l'opéra-K, c'est une expérience que nous avons menée avec des complices de toujours, Marilyn Dahomey au chant gros K, Jean-Michel Lesdel au piano, Didier Juste au tambour, Christian Garin également au tambour. Et en fait, on a fait un lionnage de musique, de chant et d'instruments entre le classique, pour créer des passerelles, des ponts entre le classique et le gros K. Partant du principe que... C'était extraordinaire ce truc-là. Oui, c'était en 2010. Ah oui, je me souviens. Ah oui, il faut refaire ça. Mais on est en train de travailler à une nouvelle version parce que nous toujours dit que nous étions au stade des fiançailles et que là, nous avons songé mailler là. Ouais. Ah d'accord. Bon. Alors, non mais Carole, alors, elle est chanteuse lyrique et du fait que soit guadeloupéenne. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, alors il y a des Guadeloupéens d'origine, de toutes sortes d'origines ici, et même quand on voit un Guadeloupéen qui a la peau noire, il faut chercher plus loin, on va trouver une autre couleur. Et l'inverse aussi, on peut voir Carole comme ça, et puis demain, etc. Bon, alors, justement, ce problème de l'immigration italienne, parce qu'il y a une immigration italienne ici,
Ça fait combien, tu m'as dit, 3 générations? Alors, il y a eu d'abord l'immigration des Libanais. Oui, les Libanais. Oui, puisque moi, je suis une métisse, en fait. J'ai des origines libanaises et des origines... Oui, absolument. Et guadeloupéenne d'abord. D'abord, oui. Et donc, oui, l'immigration libanaise, en 2015, ils ont fêté le 150e anniversaire de l'arrivée des premiers Libanais. Et par la suite, les Italiens ont immigré peut-être une 50aine d'années plus tard. Ouais. Et donc, et quand on vit, bon, il faut le dire, tu vis ça, est-ce que tu as appris à parler italien? Ni italien, ni l'arabe. Je le regrette d'ailleurs. Mais tu sais, non, mais ça révèle quelque chose d'important. Autrefois, les immigrés avaient le souci premier et fondamental de s'intégrer. Et l'intégration, on le sait bien, ça passe aussi par l'apprentissage de la langue et d'abord par l'apprentissage de la langue. Tout à fait. Donc, oui, donc il fallait parler le créole et le français et donc abandonner sa langue d'origine. Donc, chez les parents, les aïeux entre eux parlaient leur langue maternelle, mais ils ne parlaient pas avec leurs enfants. Leurs enfants devaient adopter la langue du pays, le créole et le français. Donc, ceci explique cela. Je le regrette, mais en tout cas, le résultat est probant puisque je suis guadeloupéenne aujourd'hui, donc merci à eux. Oui, effectivement. Alors, je disais que tu as un parcours particulier, médaille d'or des services bénévoles, chevalier des arts, des lettres, etc. Mais il y a quelque chose que je voulais te poser. La musique de Chevalier de Saint-Georges, elle est valorisée suffisamment en Guadeloupe? Eh bien, de plus en plus, hein, il va y avoir bientôt à Basse-Terre un festival avec de jeunes chanteuses lyriques autour de ce thème-là. Mais il faut remonter à Monsieur Allé, Monsieur Bistoquet et Lucette Michaud-Chevry. C'est les premiers à avoir lancé à Basse-Terre. Ça a commencé dans la rue et ensuite dans les salles, le festival du Chevalier Saint-Georges, il ne faut pas l'oublier. Donc, on en parle depuis longtemps et c'est bien que les Guadeloupéens puissent se l'approprier puisqu'il n'est pas américain, il est bien guadeloupéen. Oui. Parce que je vois des Américains qui viennent ici, qui font mais la nature a horreur du vide. Il y a même eu un film d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, absolument, sur le Chevalier de Saint-Georges. Et sa musique, du point de vue lyrique, il y a du contenu. Eh bien, il était du même acabit que Mozart, donc c'est absolument remarquable en termes de composition. Ce n'est pas évident pour un chanteur de chanter ses œuvres, bien que c'est de plus en plus chanté. Il n'y a pas pléthore d'œuvres chantées, il y a plutôt des œuvres musicales que des œuvres chantées, mais il y en a quelques-unes et elles méritent qu'on se penche dessus. Moi, dans le cadre de mes programmes, je m'arrange toujours pour qu'il y ait au moins un morceau du Chevalier Saint-Georges parce que ça me semble évident qu'il faut l'intégrer dans nos programmes. Alors, tu es venu là parce que aussi tu vas aborder l'actualité. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, depuis l'année dernière, j'ai monté un nouveau concept qui est un concert-débat autour de l'évolution et de la place du chant lyrique en Guadeloupe. Donc, c'est 1 heure de concert suivi de 15 minutes de débat puisque j'ai fait des recherches sur l'évolution du chant lyrique et sa place aujourd'hui, la place qu'il occupe. Et ensuite, je me prête à un jeu de questions-réponses avec le public. Donc, la prochaine date, c'est le vendredi 21 décembre à 20h à l'auditorium de Basse-Terre. C'est la ville de Basse-Terre qui offre ce concert à la population, donc le concert est gratuit. Le jour où vous partez au Bénin, mais moi je chante à l'auditorium de Basse-Terre, le 21 février. 21 février, oui, absolument. Oui. Et donc voilà, ça c'est la première date. Et puis comme je fête mes 30 ans de scène cette année, ça fait déjà 30 ans. Déjà 30 ans de, de scène, pas de chant, mais de scène. Oui. Et on aura... C'est différent la scène et le chant. Oui, parce que j'ai commencé à prendre des cours de chant, j'avais 10 ans. Et j'aime autant te dire que ça fait plus de 40 ans donc. Oui. Et, mais ça fait 30 ans que je fais vraiment de la scène, des spectacles et autres. Et donc, au mois de mars, il y aura une actualité très riche. D'abord le 8 mars, le jour de la journée des droits de la femme, où avec l'association... Le 8 mars, où avec l'association Femmes des Outre-mer, je vais chanter à la cathédrale Saint-Pierre en Martinique. Oui. Et ensuite, le 12 mars, je serai au Ciné-Théâtre, pas au Ciné-Théâtre, au Ciné-Star, pardon, dans la grande salle du Ciné-Star. Et ça, c'est un concert très important parce que c'est le concert qui va lancer mes 30 ans de scène, avec d'autres concerts qui vont ponctuer tout au long de cette année. Et j'ai 2 surprises de taille parce que j'ai demandé donc à Kawikera Stilpan, qui a gagné le concours international de Stilpan, de m'accompagner sur des airs classiques. Donc, je fais rentrer le Stilpan
le lyrique. Absolument, dans le lyrique. Et les femmes de Koseïka. Et les femmes de Koseïka, également avec les tambours féminins de Koseïka. Donc, on va revisiter certains morceaux avec des rythmes de chez nous et de la Caraïbe, puisque c'est ce que nous sommes. Parce que justement, j'allais te poser la question, c'est quoi ton répertoire en dehors du lyrique? Il est vaste. Il est vaste. Tu sais, quand on aime la musique en général, on aime toute forme de musique, en tout cas un grand nombre de musiques. Je suis caribéenne de par ma grand-mère maternelle de Surquois. Donc le style pan, ça fait partie de ma culture musicale également. Et puis les tambours, évidemment, c'est... C'est compliqué de faire du style pan lyrique? Du tout. C'est pas compliqué du tout, d'autant plus que j'ai quand même les champions internationaux de style pan. Ce n'est pas voilà, avec le groupe de Yanis. Donc non, pas du tout. Et c'est là qu'on voit que c'est nous, en réalité, qui dressons des murs entre les individus, entre les musiques et les cultures, et qu'il y a toujours une manière, je vous rejoins, monsieur, de créer des passerelles, et elles sont toujours bien heureuses et bienvenues. Oui. Peut-être un jour qu'il y aura du lyrique zouk. Tout ça peut fait. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Non, mais enfin, je me rends compte qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau musical et toute cette actualité, bon ben, sans compter le nom, alors je prends, hein. Ambassadrice de l'orchestre Junior Mid Demos, marraine de la ligne d'écoute contre les discriminations et les violences, marraine de Drépin Opéra. Incroyable ça. Marraine de décembre, l'opération Sourire à Noël. Sans compter, je crois qu'il y a... C'est en novembre, tu as fait une opération caritative aussi. Absolument. Le 28 novembre, exactement. Tout à fait. C'était le 28 novembre. C'était dans le cadre de l'association Femmes des Outre-mer. Avec André. Avec André, qui est présidente. Donc, pour André Simoneau, pour le deuil périnatal, puisque cette année, c'est la cause que nous avons souhaité soutenir, qui n'est pas souvent évoquée, mais donc qui mérite qu'on se penche. Est-ce que le lyrique progresse en Guadeloupe? Je dis, est-ce que les jeunes commencent à entrer dans cette dimension de... C'est remarquable. C'est remarquable de voir l'évolution et l'essor qu'a pris le chant lyrique en Guadeloupe. Alors, ça fait 30 ans que je sillonne la Guadeloupe avec d'autres, que les chorales jouent également dans les communes un rôle fondamental dans le fait de mettre à la portée de tous ce chant, de bien expliquer que ce n'est pas réservé à certains et pas à d'autres, et que dès lors qu'on s'intéresse à une discipline et qu'on travaille sa voix, eh bien, on peut arriver à des performances vocales et que le champ des possibles est ouvert. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui s'orientent vers ce type d'art, qui se professionnalisent même depuis depuis un peu plus de 10 ans dans cette voie et qui en vivent. En réalité, ça devient leur métier. Tu enseignes déjà le lyrique? Non. Alors, tu sais, je fais le distinguo entre l'enseignement et la prestation. Tous les professeurs ne sont pas forcément de très bons chanteurs et tous les bons chanteurs ne sont pas forcément de bons enseignants. La pédagogie, c'est un métier d'enseigner. Donc, non, je n'enseigne pas parce que ce n'est pas ma voix. Ah bon, c'est pas ta voix. C'est ça. Ta voix, c'est la voix. Ta voix, c'est la voix, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Bien, enfin, non, mais je posais la question parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de recevoir ici il y a quelque temps des jeunes qui font, parce que c'est au lycée de Carnot. Maintenant, il va y avoir une petite filière qui va s'ouvrir aussi. Et donc, je me posais la question, est-ce que une personne comme toi ne pouvait pas enseigner? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'interviens régulièrement dans les collèges, dans les lycées, dans le cadre, par exemple, du concours d'éloquence ou dans le cadre de concours de chant, parce que je fais part de mon expérience, je leur donne des techniques de chant. Évidemment, ça, oui, j'interviens en tant que pédagogue à ce niveau-là. Mais l'enseignement de manière continue, non. D'ailleurs, le conseil départemental joue et va jouer un rôle fondamental dans la professionnalisation de toutes ces personnes qui s'orientent vers des disciplines artistiques diverses et variées. Ouais. Tu ne fais pas de masterclass? Pas encore. Ça viendra? Ça viendra. Bon, alors bien. Alors, on est à la fin aussi. Bon, alors, maintenant que tu es venu là, Carole, il faut qu'elle vienne plus souvent. Hein. Ah ben, avec grand plaisir. Je suis cette émission en plus, parce que vous recevez très souvent des gens sur des thèmes qui m'intéressent fortement. Donc, c'est une émission que je suis. Bien. Alors, donc, on rappelle le départ pour Ouida. Alors, le prochain, c'est le 21 février. 21 février. Et on rappelle aussi... On peut encore s'inscrire ou c'est déjà complet? Oui, c'est toujours disponible et toujours possible de s'inscrire.
21 février. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? J'aurais aimé, monsieur, si possible. Moi, j'ai la réponse parce que je l'ai posée à des gens qui sont... Que vous disiez, pourquoi est-ce que le Bénin est le premier pays d'Afrique à se mettre en avant auprès des Antilles pour ces passerelles-là? Parce que moi, on m'expliquait que c'est parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont d'origine béninoise au départ et que c'est la raison pour laquelle le Bénin est l'un des premiers pays à avoir ouvert ces voies-là. Mais j'aurais aimé que les gens puissent le savoir parce que les gens se demandent généralement, mais pourquoi le Bénin? Pourquoi pas? Mais sinon, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on a l'histoire. L'histoire fait que les Guadeloupéens, je pense, viennent essentiellement du Bénin et du Congo. Oui. Je pense que le Bénin, par rapport à sa stabilité politique, par rapport à la sphère francophone, parce qu'il y a la langue aussi, je pense, qui aide, et par rapport à la promotion qui est faite, parce qu'il y a une promotion quand même qui est active derrière, promotion sur les réseaux sociaux, une promotion par rapport aux Vodou Days, par exemple, une promotion sur des gros événements. Il y a eu ce show-là sur le Vodou avec Kassav. Exactement, avec Kassav. Et justement, Kassav a rencontré la troupe Pépitard que nous faisons venir, avec laquelle nous collaborons avec l'association Carisol. Mais je pense que tout simplement, le Bénin s'est inscrit dans la sphère au bon moment. C'est-à-dire, on s'est inscrit dans la sphère au niveau des réseaux, au niveau des actions. Et le président, Patrice Talon, il a vraiment relevé le pays. Et donc, c'est pour ça que je pense que le Bénin attire autant les Antillais et spécialement les Guadeloupéens. Parce qu'il y a la racine d'abord qui est forte et il y a le fait qu'on voit et on constate que c'est un pays où il fait bon vivre et bon être. Justement, je profite pour poser la question parce qu'on m'a dit maintenant que pour obtenir ce passeport, il faut faire une recherche d'ADN. C'est ça, il y a deux manières d'obtenir ce passeport, c'est-à-dire il y a deux types de documents qui sont demandés sur la plateforme, soit pour les descendants de captifs, soit s'ils ont des documents en fait, qui montrent que leurs ancêtres sont arrivés par l'esclavage malheureusement, ou soit par l'ADN, tout à fait. Ouais. Donc par l'ADN, il suffit que l'ADN relève que vous êtes originaire de la zone ouest africaine, pas forcément du Bénin, de la zone ouest africaine, et c'est déjà un élément pour obtenir votre nationalité béninoise. D'accord. Bon, rendez-vous le 21. Edmé, le prochain rendez-vous? Alors, déjà rendez-vous samedi 15 février, donc avec les Pépitards qui viennent du Bénin. Oui. Par le biais de l'association Minan Léco, pour une initiation de musique avec les Pépitards, de danse Roca avec Carisol et de danse du Bénin également avec les Pépitards. Donc, on rappelle. Et nous, c'est le 21 février, donc vendredi 21 février à 20h à l'auditorium de Basse-Terre, le concert débat autour de l'évolution et de la place du chant lyrique en Guadeloupe qui est offert par la ville de Basse-Terre. Donc, le concert est gratuit et j'appelle donc la population à venir assister à cela. Tu comprends quand même? Comment? Arrivederci. Oui, oui. Ah, quand même. Bon, okay. À bientôt. À très bientôt. Merci d'être venu. En tout cas, 13h29, deuxième pause, et on se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités, Tessa Cordette, Barbara Montpierre et Gladys Mourigny. À tout de suite. Dernière séquence du ZCL News, il est exactement 13h34. On va recevoir Tessa Cordette, bonjour. Bonjour. Elle est gérante de Guadeloupe Secret Tour. Barbara Montpierre, bonjour. Bonjour Dani, qu'on connaît. Elle est présidente de la commission formation de la CCIG et elle est accompagnée de Gladys Mourigny, bonjour, qui est chargée de mission pour la future école. J'ai bien fait? Oui, très bien, merci. On revient sur l'actu avec Iman News. On va parler de job dating à BMAO, donc marché de l'emploi qui bénéficie d'initiatives telles que les job dating pour mettre en relation les employeurs potentiels et les recrutements pour favoriser justement ces recrutements locaux. On voit un reportage de Max Morel qui s'est rendu à l'un de ces rendez-vous. BMAO a répondu à un appel à projet de France Volontaire et du ministère des Affaires étrangères pour mettre en place des volontaires solidarité à l'international sur plusieurs thématiques. Donc permettre à nos jeunes, mais aussi à la population de BMAO de découvrir sur une période d'1 an, vivre une expérience dans un pays étranger dans des missions différentes, telles que le domaine de la santé, de la solidarité et de la biodiversité. Actuellement, nous sommes en visioconférence avec les territoires avec qui nous avons le partenariat, donc le Cameroun et tout à l'heure l'Équateur, la ville de Cuenca. Donc nous serons en visio avec ces pays pour permettre en tout cas aux
personnes qui souhaitent en tout cas partir sur l'étranger, avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir s'engager ou pas sur les missions que nous allons proposer. Nous leur présentons les différentes missions, donc une mission santé, dans la ville de Douala au Cameroun, de 12 mois. Également une mission solidarité et biodiversité à la municipalité de Cuenca en Équateur. Ces missions à l'étranger, en tout cas c'est une expérience, mais surtout par rapport au projet stratégique de la ville de Memao, c'est pouvoir enrichir, partir, en tout cas chercher l'expérience, chercher en tout cas des savoir-faire à l'étranger pour pouvoir en tout cas faire en profiter la ville de Memao sur tous ces projets stratégiques tels que sur la biodiversité, sur tout le lien avec les personnes en situation de handicap, les personnes âgées en fait, sur tout ce qui est sur les risques majeurs. Donc nous avons voulu en tout cas avoir des expériences de savoir-faire de l'étranger, de l'expérience pour pouvoir améliorer nos comportements en tout cas sur nos territoires. On continue. On va terminer justement avec ce colloque qui a eu lieu sur Paris, un colloque contre l'inceste qui a été réalisé à l'Assemblée nationale française pour briser ce tabou autour de l'inceste, initié par le collectif des femmes outre-mer et du monde et soutenu par le député Christian Baptiste. Cet événement a rassemblé des experts, des associations et des victimes pour libérer la parole et envisager des évolutions législatives adapté à nos réalités. On voit un reportage de Maurice Cessé. Outre-mer, je me trouve au 126 rue de l'Université, ici à l'Assemblée, pour un colloque important ce soir sur l'inceste dans les Outre-mer, et ce, à l'initiative du CEFOM, dont la présidente est Vanina Noël. Alors, d'abord, le CEFOM, c'est quoi? Le développement Le collectif de femmes d'Outre-mer et du monde. Alors, pourquoi ce colloque ce soir avec un thème si important? Quelle est la dimension de ce phénomène sur les Outre-mer? Avez-vous travaillé là-dessus? Avez-vous des chiffres à nous donner peut-être? Ben justement, je n'ai pas de chiffres. Nous avons justement cherché les chiffres. Il n'y a pas de chiffres, ce qui est étonnant sur nos territoires et ce qui est encore plus inquiétant sur les territoires, qu'on n'a pas de statistiques de ce phénomène, de ce fléau. Et pourquoi avoir abordé le sujet? C'est qu'en tant que maire adjointe aux droits des femmes, où j'étais principalement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai rencontré des femmes au-delà des violences qu'elles ont subies. Il y avait autre chose qui était caché, et en discutant, et j'ai découvert là un certain nombre de femmes des Outre-mer victimes d'inceste et qui en souffrent encore aujourd'hui. Donc c'est un phénomène qui reste encore tabou, on va dire, sur les Outre-mer. On n'en parle pas, mais qui existe peut-être par grande dimension, mais qui existe. Parler, on honte parfois, mais surtout cette difficulté, et certaines victimes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai discuté, la difficulté c'est ce sont des victimes qui pensent aux dommages collatéraux, le fait de parler. Donc au-delà du parent qui l'ont agressé, il y a tout le reste de la famille qui risque d'être impacté, et du coup ce sont des victimes qui ne parlent pas. Après il y a d'autres victimes qui ont envie de parler, mais qui subissent des menaces. Oui, on peut penser qu'il n'y a pas de structure adaptée sur le plan psychologique pour toutes ces personnes. Effectivement, il n'y a pas de structure adaptée, il n'y a pas de structure d'accueil, il faudrait former plus de professionnels pour justement pouvoir détecter ce genre de situation et pour pouvoir encadrer. Et faire évoluer les lois, bien sûr. Oui, il y a un public fort nombreux ici ce soir. Qu'attendez-vous de ce colloque? Que les gens puissent parler, poser les vraies questions sur ce phénomène? Exact. Et déjà, dans un premier temps, et deuxième temps, c'est que ce public diffuse l'information et que s'ils ont des personnes autour d'eux qui ont subi l'inceste et qui se taisent, puissent parler. C'est pour ça que j'ai insisté sur brisons le silence. En fait, c'est un sujet qui jusqu'ici était relativement tabou. L'inceste en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout. Et donc aujourd'hui, on commence à ouvrir un petit peu le débat. Et on espère un de ces jours faire ce débat-là ici aussi. Pourquoi pas aux ZCL pour en parler. Voilà. Alors, je vais recevoir d'abord Madame Cordette, légende de Guadeloupe Secret Tour. Qu'est-ce que c'est exactement Guadeloupe Secret Tour? Alors, Guadeloupe Secret Tour, alors merci pour l'invitation. Guadeloupe Secret Tour, c'est une volonté de mettre en avant le patrimoine, la culture guadeloupéenne et le savoir-faire. En fait, j'avais envie de mettre en avant d'une façon légèrement différente certains de nos savoir-faire.
Et ça passait donc dans un premier temps. Pour moi, il était évident de commencer donc par l'agritourisme, donc de mettre en avant nos agriculteurs, parce que ce qu'ils font en fait contribue à l'économie de la Guadeloupe. Que ce sont des gens qui s'investissent, qui prennent du temps, qui ont une passion. C'est de la transmission aussi familiale, parce que je travaille avec la plantation Grand Café, donc avec les Babins, père et fils, et puis avec Rémonac, la distillerie Rémonac, qui est aussi donc une transmission en fait familiale. Alors, comment cette mise en valeur se fait sur le plan concret? Donc concrètement, c'est aller chez l'agriculteur, donc parce que c'est déjà partir du produit en fait dans son état en fait, dans son contexte. Donc aller voir l'agriculteur, qu'il partage en fait avec les. Mais quel que soit l'agriculteur, ou bien quel vous avez que soit l'agriculteur, parce que alors quel que soit l'agriculteur, parce que j'ai fait le tour. Alors ça s'arrête pas là. Pour le moment, c'est ces deux expériences qui sont en fait actives. Mais du coup, il y a la banane, la canne, le manioc, le jardin créole et une route des épices et du rhum. Donc c'est vraiment en fait aller voir les différents agriculteurs, de leur demander, parce que parfois en fait ils sont pas trop enclins mais en tout cas la majorité apprécie effectivement de partager leur savoir-faire, leur métier, leurs difficultés aussi, ce que ça leur a apporté, enfin voilà. Donc du coup, depuis mon retour, j'ai été voir un peu comment ça se passait dans ces différents en fait, mais domaines. Au niveau de la commercialisation, parce que bon, si vous avez une entreprise, il faut bien commercialiser, monétiser, oui, comme on dit. Comment vous y arrivez? Alors du coup, c'est les placements en fait au sein du. Donc là, je commence en fait tout juste, c'est-à-dire que je présente aux différents partenaires, donc aux personnes qui ont travaillé avec moi, notamment la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui m'a beaucoup en fait aidé donc à me placer, puisqu'à côté de ça, en fait, j'ai une association pour la mise en avant du patrimoine, et donc du coup, le placement est au niveau donc des tours opérateurs. Du CTIG, des marchés, au niveau des gîtes, et voilà. Et donc du bouche à oreille et tout dans la communauté. Alors, j'ai quand même noté que l'entreprise s'appelle Guadeloupe Secret. Pourquoi Secret? Parce que c'est un peu rentré, comment on dit, dans le non de la chose. C'est-à-dire que aller chez l'agriculteur, c'est rentrer en fait dans son travail, c'est rentrer aussi dans son intimité, oui, parce qu'au final, tout ça, ce sont, je prends le cas de la plantation Grand Café ou même de Rémonac en fait, ils habitent là. Oui. C'est leur lieu de travail, c'est leur lieu de vie, parce qu'il y a la maison en fait, des Babins qui se trouvent là. C'est rentrer dans leur quotidien. Donc c'est rentrer dans leur quotidien, ils nous partagent tout. Ils nous partagent en fait tout ce qu'ils ont traversé en fait, comme bon comme mauvais. Et donc du coup, il y a une partie où effectivement donc, il y a un repas, puisque c'est du all inclusive, c'est une journée complète, donc tout est compris, la visite, tout, le repas, où on mange avec la famille. Et il continue en fait dans le partage et dans la transmission. Et pareil pour Rémonac, Monsieur Rémonac en fait avait sa maison à la distillerie, donc qui vient de décéder. Vous avez fait ça dans la canne, dans la banane? Voilà, dans la canne, la banane, le manioc est en cours, et pareil pour les épices, donc c'est le cacao, la vanille et le café qui sont en cours. Donc vous avez un grand programme alors? Oui, et ça ne fait que commencer, parce que là, pour le moment, Guadeloupe Secret Tour, pour le moment l'agriculture, parce que je voulais commencer par là. Pour moi, c'était une évidence, en fait. J'avais envie de commencer par la terre, parce que dans ma famille, entre les oncles, les grands-pères et tout, qui ont été dans la terre, pour moi, c'était une évidence, parce que nos produits sont de l'or. Oui. Nos produits sont exceptionnels. Donc, il est important de mettre en avant, en fait, ces personnes qui contribuent, en fait, donc, qui ont contribué à nous nourrir, qui contribuent, en fait, encore à nous nourrir. Et je pense encore plus que jamais, lorsqu'on parle, en fait, de vie chère, d'autonomie alimentaire. Oui. Pour moi, il est important, en fait, de voir ces acteurs-là, ces acteurs économiques, et de voir, en fait, à quoi ils sont confrontés chaque jour aussi, de comprendre, en fait, leur travail. Et moi, en fait, à mon niveau aussi, essayer à ma petite échelle
de les mettre en avant ou de répondre à certaines problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Juste un dernier mot. Ça prendra une tournure touristique quelquefois? Ah si, c'est purement touristique. Alors du coup, touristique et oui et non, parce que ça t'adresse à une cible effectivement en fait touristique étrangère, mais aussi locale. Parce qu'au final, en fait, moi, pour la petite anecdote, vous allez vous moquer, c'est pas grave, hein, je l'avoue. Hein, au collège, j'ai appris que les bœufs se couchaient. Parce que quand on passe en fait au bord de la route, on voit les bœufs tout le temps debout. Oui. Moi, quand j'en ai vu un coucher, je me suis dit, quoi, il est mort ou quoi? Donc, en fait, on voit les choses sans s'en rendre compte. Pareil pour la canne. On voit la canne autour de nous, mais est-ce qu'on se rend compte, en fait, tout ce qu'il y a derrière? Tout ce qu'il y a, est-ce que la canne, elle se plante pas? Comment est-ce que les gars, ils travaillent la nuit, en fait? Ils font du travail nocturne parce qu'on les voit jamais planter la canne. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et donc là, c'est pour ça, c'est rentrer... Donc maintenant, vous savez que les bœufs peuvent... Oui, c'est ça. Je vous donne une anecdote. J'ai été jadis professeur à Pointe-à-Pitre dans un collège et j'avais des élèves qui n'avaient jamais vu un cabri. Voilà, c'est ça. Ils n'avaient jamais vu un cabri, non? C'est vrai, ils habitaient Mortonol, ils n'avaient jamais vu un cabri. Bon, ça arrive, mais oui. Je ne parle même pas de Ouassou, hein, je parle de cabri. Bon. Non, mais c'est ça. Quand on voit un Ouassou, c'est autre chose. Il n'y a pas de rivière à Pointe-à-Pitre, ni en terre, donc il faut être dans la basse-terre pour voir des Ouassous, vraiment. Non, je ne suis pas sûr que tout le monde ici a vu un Ouassou vivant. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Oui, quand même. Oui. Non, au supermarché. Non, en vrai? Pour de vrai, dans la rivière. Tu as vu un Ouassou? Un vrai? Oui, et vous? Non. Oui. Dans les bassins, quand il y avait en fait le jardin d'eau avec Christiane Berthelot. Moi, quand j'étais gamin, près de moi, il y avait une rivière où on allait chaque fois en période de... Cette période-là, période de carême, mes parents m'envoyaient pêcher les Ouassous dans une petite rivière à Baïf. Voilà. Ah bon. Voilà. Oui. Bon, alors on va changer de sujet. On va parler de cette école, l'EGC, c'est ça, Business School? Exactement. Oui, alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors avant de parler de l'EGC, pour un salut aussi, voilà, puisque le centre de formation de la CCI fait peau neuve. Voilà, ça c'est quand même important de le dire puisque nous avons des années d'ancienneté et nous faisons peau neuve pour justement mieux répondre aux besoins, donc que ce soit des entreprises, que ce soit des jeunes aussi, puisque nous savons que nous avons des besoins en formation, nous avons besoin de répondre aussi à la demande au niveau des entreprises. Et quand on dit fait peau neuve, c'est que Gladys va parler tout à l'heure de l'école de commerce, la première d'ailleurs certifiée par le ministère, validée par le ministère, mais il est vrai aussi que nous avons le campus guadeloupéen de l'apprentissage qui permet justement à nos jeunes à la fois d'avoir une formation certifiante, mais aussi d'être accompagnés par les entreprises. Et tout ce dispositif est mis en place par la CCI avec toute l'équipe qui accompagne, que ce soit le jeune, mais aussi l'entreprise et puis les tuteurs, puisqu'on sait que c'est aussi un sujet. Quand on est par exemple une petite entreprise ou moyenne entreprise, on peut ne pas avoir l'envie de la lourdeur administrative ou même de se dire comment je vais pouvoir m'en sortir. Eh bien, le gage de la CCI, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leur démarche pour pouvoir trouver justement l'apprenti, mais aussi être accompagné au niveau des OPCO et autres. Et bien sûr, le jeune, l'accompagner aussi dans son choix pour son avenir. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais vraiment, je tenais à dire. C'est important. Et d'ailleurs, les structures aussi, donc, puisque le campus, il accueille les jeunes donc, au WTC. Les structures aussi, nous avons vraiment investi des fonds pour pouvoir faire peau neuve aussi au niveau de la structure pour que l'apprenti, le jeune, l'étudiant ait une expérience où il prend plaisir. On sait à quel point le plaisir, c'est important dans le cadre de l'épanouissement d'un jeune et qu'il puisse trouver sa voie aussi dans la formation. Donc, ce sont vraiment des choses auxquelles nous tenons et qui fait que vraiment la CCI, que ce soit sur la voie de l'apprentissage ou encore même pour la formation en continu, donc là, je m'étends aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants qui veulent peut-être étoffer leur CV, parler même de reconversion ou encore accéder à un diplôme certifiant. Je parle de notre partenariat avec le SCP. Pour être cadre dirigeant, nous allons véritablement sur une gamme étoffée, large, pour accompagner donc du plus jeune jusqu'au chef d'entreprise et au-delà l'entrepreneur qui souhaite évoluer et acquérir des compétences, une formation, une certification.
Voilà, c'était vraiment pour parler de ça en préambule. Et puis, bien sûr, notre autre bonne nouvelle de laquelle nous sommes fiers, n'est-ce pas, Gladys? C'est l'ouverture de notre école de commerce. Gladys Mounier, vous êtes chargée de mission. C'est une mission lourde. C'est un beau challenge, en tout cas. Une mission qui demande de l'investissement, que je fais vraiment avec plaisir, hein, parce qu'on travaille, comme disait Madame Montpierre, on travaille pour les jeunes de la Guadeloupe, on travaille pour que nos cadres supérieurs, nos jeunes puissent rester en Guadeloupe. On connaît comment se passe, la Guadeloupe est dépeuplée de ces jeunes. Quand ils partent, ils n'ont pas envie de revenir. Donc vraiment, le travail qui est fait, qui est un travail de fond, permet aux jeunes de bénéficier d'une école, d'un cursus d'excellence, puisque, comme le disait Madame Montpierre, on est sur un cursus bachelor de 3 ans, avec un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est le seul diplôme d'école de commerce visé par l'enseignement supérieur, en complément de formation existante de l'université. D'ailleurs, nous avons une très belle approche avec le rectorat, avec le président de l'université. Nous avons fait une rencontre, ne serait-ce que la semaine dernière, avec une grande partie des proviseurs des établissements publics et privés de la Guadeloupe qui accueillent cette formation d'un très bon œil, puisque ça permettra aux jeunes qui veulent devenir des futurs cadres dirigeants de la Guadeloupe, ceux qui veulent travailler dans le commerce, la gestion, le marketing, de pouvoir rester chez eux. Et moi, j'ai rencontré depuis ces quelques mois que je travaille sur ce challenge, j'ai rencontré des jeunes qui me disaient, moi, j'allais partir faire une école de commerce en métropole, mais ça coûte tellement cher. Et bien aujourd'hui, les parents ont cette opportunité de laisser les enfants en Guadeloupe pour les 3 premières années et d'avoir une école qui est reconnue, puisque nous sommes dans un réseau qui existe depuis 50 ans. C'est le réseau des chambres de commerce, c'est un réseau d'écoles de chambres de commerce. 50 ans d'existence, 35 ans qui s'appuie sur 35 ans de l'île voisine, la Martinique. Et nous sommes sur des maquettes pédagogiques qui sont sous le plan national et on est le premier bachelor de France. Voilà. D'accord. Alors, la formation, vous avez dit, c'est 3 ans, ce bachelor, c'est 3 ans. Voilà, c'est une formation 3 ans, accessible aux bacheliers, uniquement par Parcoursup, uniquement sur Parcoursup. Uniquement par Parcoursup. Uniquement sur Parcoursup. C'est vraiment un diplôme de l'État, visé de l'État. Parcoursup, donc les jeunes doivent s'inscrire, faire leurs vœux sur Parcoursup, avec des blocs de... En ce moment-là. En ce moment, jusqu'au 13 mars. Donc les vœux sont à faire jusqu'au 13 mars, donc on est sous des périodes un peu courtes. J'allais dire, donc uniquement sur Parcoursup, ils sont... donc le diplôme est accessible donc, par cette voie-là. Déjà, il faut demander son vœu par Parcoursup. Ensuite, bien sûr, comme toute école de commerce, il y a un concours d'entrée. Donc, pour pouvoir accéder... Les places sont limitées? Les places sont bien sûr limitées. Hein. Combien à peu près d'étudiants? Alors, on est entre 15 et 20 étudiants maximum, donc places limitées. Donc, ça va être vraiment les jeunes qui visent la mention très bien au bac en général, hein, comme dans toute grande école de commerce. Et la deuxième promotion, c'est la 3e année qui est accessible au poste BTS. Donc, des jeunes qui veulent ensuite accéder au plus grand master de France après. Et donc, j'imagine que le jeune formé ici a la possibilité quand même de faire des stages dans des entreprises guadeloupéennes? Alors, c'est la particularité de l'école, c'est que c'est un diplôme c'est un cursus qui comprend 47 semaines de stage. Donc, c'est énorme, 47 semaines de stage, sans être en alternance, hein, parce que on ne parle pas d'alternance. Ah non, là, on ne parle pas d'alternance, on parle d'initiale. Comme les écoles de commerce, en fait, on a 47 semaines de stage et donc 4 mois de stage à l'étranger obligatoire dans un pays hors francophone. Donc, les jeunes qui sortent de ces 4 mois de stage, déjà, ils sortent beaucoup plus mûrs. Ils sortent en ayant travaillé pendant 4 mois dans une entreprise étrangère. Bien sûr, le réseau a des partenariats avec des universités, avec des organismes à l'étranger, plusieurs pays à l'international. Et pour la première année, ce qui est intéressant aussi pour ces jeunes, c'est que dès la première année, ils touchent déjà au monde de l'entreprise internationale, puisqu'ils ont une immersion dans la Caraïbe et aux États-Unis par une mission internationale. Alors, tout à l'heure, je recevais Madame Nirodep, qui est directrice de l'éducation de la jeunesse, et qui est venue parler
du salon de l'orientation. Nous y serons. Est-ce que vous y serez? Tout à fait. Nous participons au SOFEM d'ailleurs dès mercredi. Hein. Oui. Voilà, c'est demain. Non, déjà demain, ben oui. Demain. Alors, la question que je lui posais, c'est bien de faire des salons, c'est bien de faire de la formation, mais comment garder les jeunes? Eh bien, justement, alors sur la partie comment garder les jeunes, déjà, c'est un premier grand pas, puisqu'on sait que déjà les jeunes, eh bien, dès qu'il s'agissait d'aller dans une école de commerce, devaient partir. Voilà, donc la première étape, c'est déjà cela. Et sur le comment garder les jeunes, comme tu as pu le constater, Danick, dans le cursus même de l'école, il y a déjà cette appropriation, ce nombre de semaines en entreprise. Oui. Donc, ça donne déjà aussi, ça permet aux jeunes d'être en entreprise et de se familiariser avec le domaine de l'entreprise, de pouvoir même trouver sa voie. Et sachant qu'à travers l'école, ce qu'on va aussi dire, c'est qu'on parle beaucoup de savoir-être. L'école, vraiment, le GC accompagne le jeune dans cette posture de savoir-être. Et aussi en termes de compétences, donc on a les compétences, bien sûr, qu'on apprend à acquérir, les compétences techniques, mais il y a les compétences comportementales qui sont vraiment un enjeu majeur sous lequel le GC se positionne pour aider le jeune à pouvoir mieux se comporter et se positionner. Donc déjà, premier levier, c'est que lui-même se sente bien à travers cette école. Donc on a parlé de l'école, mais il y a aussi la voie de l'apprentissage aussi, qui va être importante pour que quand le jeune est en apprentissage, eh bien souvent, s'il fait la différence, l'entreprise a envie de le garder. C'est déjà un premier prix dans l'entreprise, donc de rester sur le territoire. Et en plus, ce type de formation vient vraiment pour qu'il soit familiarisé avec le monde de l'entreprise. Et c'est aussi notre rôle et notre volonté, Chambre de commerce, de faire en sorte de mettre en place des formations pour que nos jeunes restent chez nous. Alors, bien sûr qu'il faut qu'ils partent un peu pour faire des stages, même faire une expérience. Mais nous travaillons vraiment de concert avec soit le rectorat que nous saluons, Madame la rectrice, ou encore le président de l'université, et tous les acteurs pour que nous soyons autour d'une table et que nous arrivions justement, sans oublier la région bien sûr et tous les autres acteurs, pour que nous soyons ensemble sur ce sujet-là. Et tout ce que nous pouvons mettre en place comme formation qui soit justement adaptée, la dernière conférence que nous avons faite, c'est sur l'intelligence artificielle. Oui. Gros sujet. Je sais que ça parlera à Iman, on avait même parlé, pourquoi pas, de faire un débat sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet central sur lequel l'éducation est en train de se pencher, et bien nos jeunes aussi s'y penchent, et ont déjà même une longueur d'avance sur le sujet. Et nous sommes sur ce créneau aussi. Et pour compléter, juste par rapport à ce que disait Madame Montpierre, en fait, les jeunes ont un stage de fin d'études de 6 mois à la fin en 3e année, et 93% des jeunes sont embauchés par l'employeur qui leur permet de faire le stage. Donc j'ai rencontré quelques alumni, ce sont des anciens diplômés de l'EGC, qui m'expliquaient qu'effectivement ils étaient souvent, après s'ils le souhaitaient, ils étaient souvent embauchés parce que la formation permet une pratique dans l'entreprise. Alors, bon, les jeunes qui vont s'inscrire au Parcoursup dans les jours qui viennent, bon, la rentrée se fera en septembre. La rentrée est en septembre. Bon, vous avez donné à peu près le nombre d'étudiants qui vont être... les cours se feront où? Au WTC, nous sommes en train d'aménager un campus moderne. Un campus WTC. Un campus moderne qui permettra... Alors franchement, j'invite les parents, j'invite les jeunes à venir voir, puisque lors du SOFEM, on aura une visite virtuelle. Oui. On a prévu une visite virtuelle parce que pour l'instant, nous sommes en train de faire les travaux, mais qui seront prêts pour le mois de septembre. Mais ça sera vraiment un campus moderne, comme ceux qu'on ne voit pas en Guadeloupe, pour parler de bien-être en entreprise, bien-être déjà des jeunes dans leur milieu de cursus étudiant. Hein, et là, vraiment, ils vont avoir toutes les cartes pour pouvoir réussir et partir de bon pied sur cette vie professionnelle. Donc, théoriquement, tout se passe bien jusqu'ici? Pour l'instant, pour la chargée de mission, je parle. Oui. Pas de difficulté particulière. Pas de difficulté particulière. Le budget suit. Les formateurs sont prêts aussi? Alors, les formateurs, on a déjà... Alors, on a un professeur permanent qui vient du réseau. Donc, ça, c'est très bien, puisqu'on a quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. Et on aura des formateurs locaux, des formateurs académiques, des formateurs du privé, en fonction des blocs de compétences que nous avons sur le programme EGC Business School. Alors, je pose la question à Tessa Cordette, quand vous entendez ça? Non, c'est parlant, en fait, parce qu'au final... on parlait en fait de garder, comment on maintient, avec toutes ces formations, comment on maintient.
justement, en fait, ces formations permettent sur le territoire de développer d'autres choses. On a un champ de possibilités ici qui est immense. C'est-à-dire qu'on se pose souvent la question comment les autres arrivent, ils font, et que nous, en fait, on n'arrive pas. C'est parce qu'il faut regarder l'œil, en fait. Je pense qu'il faut partir, certes, pour pouvoir justement, en fait, faire les études ici, intégrer les entreprises, voir comment ça se passe au niveau de l'entreprise, et partir, voir et revenir. Moi, j'ai fait en fait un peu l'inverse. Je suis partie, j'ai vu, je suis revenue, j'ai intégré une entreprise pour voir comment ça se passait, parce que j'avais perdu cette notion d'entreprise ici. Oui. Donc, j'ai intégré une entreprise pour voir comment on fonctionnait ici, oui. Et après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, il y a plein de choses à faire, et justement, avoir des intelligences non artificielles, hein, oui. Ici, des intelligences locales, oui. Pour pouvoir faire, en fait, ce qu'il y a à faire ici. Et il y a beaucoup de choses à faire. Bien. On manque de compétences, peut-être. Et les compétences, elles partent. Alors, rendez-vous le 13 pour la journée de porte ouverte. Le 15, alors, le samedi 15. Voilà, le samedi 15. Mais déjà, effectivement, le 13 pour le SOFEM, voilà, oui, puisque nous participons, hein, voilà, du coup. Et bien sûr, donc là, vraiment, venez massivement, parents, enfants, même centre, venez discuter avec nous le 15 février au WTC dans le cadre des journées portes ouvertes. Sur l'Internet pour le parcours SUP. Pour le parcours SUP, et surtout que lors de la journée porte ouverte, la grande particularité, c'est qu'on aura des étudiants de la Martinique, puisque c'est notre campus marraine, enfin comme parrain, voilà, c'est le campus mère, puisque c'est le processus pour pouvoir ouvrir cette école de commerce. Il y aura des étudiants de la Martinique qui vont parler de leur expérience, mais aussi des anciens diplômés de l'EGC qui seront présents pour expliquer aux jeunes et à leurs parents ce que cette école leur a apporté. Welcome, on va dire. Voilà, il est pratiquement 14h, on va terminer. Rappelle que justement depuis le début du 7e, on a reçu Mme Niwoleb, directrice de l'éducation de la jeunesse et de la vie étudiante pour le salon d'orientation qui ouvre demain pendant 3 jours, organisé par la région. Ramsès Aguessi et Edmé Lecomte sont venus nous parler d'un voyage qui va s'organiser au Bénin le 21 février. Et des manifestations qui se font aussi au niveau Guadeloupe. Carole Ventoulou nous a donné tout son programme, mais elle a surtout insisté sur cette manifestation, on va dire, du lyrique débat qui se fera à Bastien le 21. C'est en entrée gratuite et on permet aux gens justement de s'intéresser à la musique lyrique, puisque Carole, c'est une lyricienne, on va dire. C'est ça coordonnée avec son entreprise. C'est une entreprise, hein? Oui, c'est ça. Le GST. Expliquer comment s'intègre progressivement. Et puis Barbara et Gladys Morinier pour cette école qui ouvrira en septembre. Rendez-vous le 15 et sur Parcoursup. Rapidement, Emmanuel, les news. Alors rapidement, on a parlé de pêche avec les tensions autour de ce nouvel arrêté de pêche concernant les réglementations envisagées. Il était aussi question de la rectrice qui a pu rencontrer des jeunes sur le service national universel. On a parlé de la mobilisation au lycée Faustin-Fleurette à Morne-à-l'Eau, conséquence d'une suppression annoncée de classes. Il était aussi question de job dating sur BMAO et du colloque sur l'inceste qui a eu lieu sur Paris. Voilà, merci à tout le monde. On se retrouve demain, mercredi, à 12h30, comme toujours. Et la réalisation est assurée par Yann, avec le soutien de notre jeune alternant, Yvan. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain à la même heure. Merci. Merci beaucoup. Merci.